BFM Business, BFM Crypto, le club. Guillaume Sommer. Chaque jour, 15h, 15h30, le club, effectivement, l'actualité crypto au quotidien, d'habitude avec Amaury de Tonquédec, mais il lui arrive à Amaury de prendre des jours de repos. On lui souhaite un bon repos et aujourd'hui on va parler des cryptos avec nos experts, nos 3 experts comme chaque après-midi, c'est l'habitude. Ici Grégory Raymond est cofondateur de The Big Whale. Bonjour Grégory. Bonjour Guillaume. Welcome. Il est là aussi, Pierre Morisot pour Waltio. Bonjour Pierre. Bonjour Guillaume. Bienvenue, on va parler fiscalité parce qu'on est en pleine période de déclaration d'impôts. Oui, c'est le plaisir du printemps, vous savez, il y a les fleurs, il y a les oiseaux, les hirondelles, etc. Les premières éclaircies, les terrasses qui se préparent et la déclaration d'impôts. Comment préparer vos déclarations d'impôts pour ce qui concerne vos revenus en crypto? Les clés tout à l'heure avec vous, Pierre. Mais d'abord, justement, le potentiel des cryptos. Valentin Nico, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct, nous appelle. Bonjour Valentin. Content de vous retrouver. Le Bitcoin. Alors, on est content, mais on est déçu. Pas par vous, mais par le Bitcoin. Enfin, franchement, c'était il y a une semaine. Donc, le halving du Bitcoin, on est encore sous les 65 000, là, un peu plus près d'une semaine après le halving. Donc, on est à 63 207 $, là. D'un point de vue technique, est-ce que quelque chose est cassé? Est-ce qu'au contraire, on prend notre souffle pour mieux repartir et rebondir par la suite? Comment est-ce que vous voyez le potentiel, du Bitcoin, Valentin? Alors c'est vrai qu'avec le flow de news, c'était difficile d'anticiper les mouvements. Nous, de manière générale, on est plus sensible à rentrer sur des signaux, donc après les nouvelles, pour déterminer des tendances. Donc on était plutôt à l'aise avec ça. Là, on est autour de 63 400 sur Bitcoin. Le Bitcoin, on est clairement dans un mouvement de consolidation, ce qui inverse pas la tendance. On établit un range qui semble, on va dire, devenir de plus en plus clair. De notre côté, c'est 61 400, 71 500, avec un pivot, enfin une médiane à 66 450. Donc, on serait plus à l'aise, bien sûr, sur un retour autour de 61 400, donc la borne basse, ou du moins autour, pour entrer sur le Bitcoin, ou alors on entrerait si on dépassait la médiane, ce qui réactiverait la tendance haussière d'après nous, à savoir donc un dépassement des 66 450. En tout cas, nous, c'est notre plan d'intervention clairement sur le Bitcoin. Bitcoin du part, et puis son dauphin, l'Ether, qui l'Ether zone, rôde un petit peu là autour des 3100, un petit peu plus de 3100 $ cet après-midi pour l'Ether. Vous nous parliez du potentiel sur Bitcoin. Est-ce que le discours, la trajectoire est très différente pour ce qui concerne l'Ether, Valentin? Alors c'est pas différent, ça a été des mouvements beaucoup plus volatiles. En revanche, on est sur le même mouvement, c'est-à-dire un mouvement un peu correctif après un gros bull run. Là, on est en attente. Nous, on est plus à l'aise sur l'Ethereum que sur le Bitcoin, étant donné que par rapport au range, on est déjà beaucoup plus proche de la borne basse qui est autour de 3000 $. Donc 3100 $, ça pourrait être un cours d'entrée, en tout cas sur le court terme, intéressant d'après nous. Et on a une résistance, donc un objectif autour de 3500 sur du moyen terme si l'entrée se faisait aujourd'hui en tout cas. Mais oui, plus à l'aise en termes de risque rendement sur l'Ethereum que sur le Bitcoin, sur une intervention court terme, on va dire. Merci beaucoup Valentin. Valentin Nico, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Alors justement, l'Ether, parlons-en. Grégory, vous êtes un peu fâché. Alors, l'Ether pourrait valoir plus qu'il ne vaut aujourd'hui. Vous allez nous expliquer pourquoi vous y croyez, mais en attendant, d'abord le constat. Pourquoi est-ce qu'Ether n'offre pas plus aux investisseurs que son cours actuel? En fait, la comparaison avec le Bitcoin, elle est pas bonne en ce moment parce que tout simplement, le Bitcoin a eu son ETF et on attend encore celui pour l'Ether. Beaucoup s'attendaient à ce qu'il arrive dès le mois de mai, parce que la deadline des premiers dossiers aux États-Unis sont censés arriver au mois de mai. Selon Reuters, qui a publié cette information ce matin, la SEC, donc les régulateurs financiers, devraient dire non au dossier d'ETF américain, en tout cas au premier dossier d'ETF américain, là le 23 mai. Pour moi, c'est pas du tout une surprise parce que c'est pas parce que l'ETF Bitcoin est passé que l'ETF Ethereum doit forcément passer. Oui, mais il est passé à Hong Kong, par exemple. Oui, mais on peut comprendre la SEC dans le sens où l'algorithme de consensus d'Ethereum n'est pas du tout le même. On n'est pas sur la proof of work. Donc, pour rappeler aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent, la proof of work, c'est
les super ordinateurs qui font tourner le réseau, qui dépensent beaucoup d'énergie. Sur Ethereum, c'est pas du tout pareil. On mise des Ethers, donc la crypto-monnaie, et c'est ça en fait qui sert à faire à valider les transactions sur le réseau. Bon, en fait, la SEC a le droit de se poser des questions là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui est assez sûr? Est-ce que on peut se permettre de mettre les investisseurs traditionnels sur ce genre de système? Voilà, les débats ils vont se passer probablement autour de ces sujets-là. Moi, j'attends avec impatience le 23 mai parce que quand la SEC va officiellement dire non, elle va devoir motiver disons son nom. Et donc là, on va vraiment savoir ce qui gêne la SEC et auquel cas, les dossiers qui auront été refusés vont pouvoir intenter une action en justice s'ils le veulent. C'est ce qui s'est passé au final avec les ETF. C'est une décision de justice en faveur de Grayscale face à la SEC qui a abouti à l'acceptation des ETF environ 6 mois après. Donc en fait, l'ETF Ethereum, on est assez persuadé qu'il arrivera un jour. Par contre, ceux qui pensaient qu'il arriverait tout de suite, je pense qu'ils se trompent. Moi, mon pronostic, c'est pas avant 2025, voire fin 2025. Ah oui. En attendant, donc c'est le 23 mai que la SEC devra motiver sa décision. Le 23 mai, ça va être intéressant cette semaine-là parce qu'on aura donc la motivation de la SEC et puis plus globalement dans l'univers tech, le 22 mai, la veille, la publication d'NVIDIA. Oui, ce sera très intéressant. Ça va être une grosse semaine. Ouais. Mais on va rajouter que le dossier d'ETF Ethereum de BlackRock, lui, par contre, il y aura une décision qui sera rendue au mois d'août. BlackRock, c'est quand même un acteur important. On ne dit pas non facilement à BlackRock. Peut-être qu'il y aura une surprise en août, même si j'y crois pas trop. Et là, Pierre Morisot sort du bois. C'est intéressant. Pour qu'un cours d'un actif parte à la hausse, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des nouvelles, il faut des nouveautés, il faut quelque chose. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'en effet, c'est énorme comme nouvelle, l'ETF Spot. C'est-à-dire qu'on quitte le monde du retail, le monde très spécialisé, et là, d'un coup, on parle d'un actif qui était un peu à part, qui devient, qui rentre, qui intègre la finance institutionnelle. Donc, c'est un projet qui est particulièrement long. On en a énormément entendu parler pour l'ETF Spot de Bitcoin. Je pense que c'est pas encore la fin, c'est que le début, et c'est pareil pour Ethereum, et c'est ce qui permettrait, en tout cas, c'est sûr de... Oui. Mais il y a d'autres éléments aussi qui font que on fait un peu grise mine dans la communauté Ethereum, c'est que Ethereum est un peu coincé entre Bitcoin, la grande valeur sûre, et un peu Solana qui a retrouvé beaucoup de vigueur quand même ces derniers mois. Bon, pour moi, l'innovation elle est clairement du côté d'Ethereum, mais sur Solana il se passe beaucoup de choses. Le cours a pris beaucoup. Il y a eu tout le phénomène des meme coins qui a rendu des gens riches, encore une fois avec des tokens représentant des chiens qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ça fait partie de cet écosystème, mais en tout cas on a beaucoup parlé de Solana, donc les gens en fait ont acheté du Solana et peut-être un peu moins d'Ether. Donc en fait Ethereum est un peu coincé là-dedans et a besoin d'un catalyseur qui pourrait être l'ETF, mais après il y a beaucoup de choses. Oui. Ils sont un peu pris en sandwich, donc entre l'attractivité en ce moment, l'effet de mode autour de Solana, et puis le côté très safe, très sûr de Bitcoin, entre les deux, voilà. C'est ça. Tandis que avant, il y avait vraiment pour le grand public, il y avait le choix entre Bitcoin et Ethereum. Là aujourd'hui, c'est beaucoup plus large. En fait, et Ethereum, c'est plus forcément le deuxième choix sûr. Bon, alors il souffre peut-être momentanément, on verra provisoirement de la comparaison, on verra quel avenir tend les bras à Ether et à l'Ethereum. Mais enfin, il a aussi ses propres défauts. C'est cher à utiliser Ethereum. Ouais, exactement, c'est cher aujourd'hui. C'est une blockchain pour gens très fortunés. Une transaction, ça coûte, des fois, ça peut monter jusqu'à $80, $100, voire plus, si on utilise des smart contracts. Donc oui, c'est une blockchain qui est très chère et un peu complexe à utiliser parce que vu que c'est très cher, on a créé des couches secondaires pour que ce soit moins cher, les fameux layer 2. Mais pour le premier Kidam venu, jongler entre plusieurs blockchains, plusieurs réseaux, des sous-réseaux, c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que Solana, qui est une blockchain en tout cas affichée comme très véloce, très simple à utiliser, ça plaît aux gens. Effectivement. Là, on vient de dresser le constat, les symptômes et donc cette petite déception, effectivement, autour des performances de l'Ether, les questions autour d'Ethereum. Mais vous dites, c'est d'une certaine façon assez injuste, le cours de l'Ether est sans doute sous-évalué. C'est-à-dire que les qualités quand même intrinsèques, parce qu'on a beaucoup parlé là des petites limites et handicaps, mais il y a aussi beaucoup de qualités en face qui, à vos yeux, ces qualités finiront par se retrouver dans le cours de l'Ether. Clairement, pour moi, Ethereum est complètement sous-évalué en ce moment parce que même s'il y a ces défauts-là, l'innovation, elle se passe en priorité sur Ethereum. Chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau technologiquement qui arrive, c'est souvent depuis l'écosystème Ethereum
qu'on la trouve. On parle beaucoup des zero knowledge proof. En gros, ce qui améliore énormément la confidentialité des transactions sur le réseau. Ça, c'est quelque chose qui est très marqué Ethereum. Et puis, tout simplement, c'est là où sont les capitaux. Quand un projet choisit de Ethereum pour se développer et pas une autre blockchain, bah, automatiquement, il est beaucoup plus valorisé. Donc les investisseurs quand même sont au soutien. Et vous n'êtes pas sans savoir que BlackRock a lancé un fonds monétaire tokenisé sur Ethereum. Coinbase, qui est l'une des plus grandes entreprises du secteur, a lancé sa propre blockchain. C'est une blockchain sur un layer 2 Ethereum. C'est pas pour rien quand même. Hein. Certes, mais on a redécouvert ces dernières semaines aussi l'aspect blockchain du Bitcoin, avec effectivement des développements aussi. Parce que Bitcoin, à chaque fois qu'on en parle, c'est la crypto, mais c'est aussi et peut-être d'abord une blockchain avec des cas d'usage aussi qu'on a redécouvert ces dernières semaines. Et là, on s'est dit, il n'y a pas qu'Ethereum, blockchain aussi, Bitcoin aussi, il y a peut-être quelques arguments face à Ethereum qu'on avait fini par oublier. Et disons que pour développer des applications qu'on appelle de finance décentralisée sur le protocole, je pense que là, Ethereum est largement au-dessus. En fait, sur Bitcoin, commence à y avoir des tentatives de smart contracts, de choses comme ça, pour qu'on puisse développer des applications dessus. Ouais. Là, c'est très, très, très embryonnaire et Ethereum est largement en avance sur ce sujet. Alors, tout à l'heure, on parlera de vos déclarations d'impôts. On va être très, très pratique avec vous, Pierre. Avec vous, grâce à vous même. On a besoin de clés, effectivement, parce que c'est pas tous les jours facile quand on doit déclarer. Alors non seulement ses impôts pour ses revenus standards, on va dire, mais alors pour les cryptos, c'est encore moins facile. Mais avant d'aborder cette thématique, il y a quelque chose, il y a un terme qui monte en puissance dans l'écosystème et dans les usages, c'est le restacking. Oui. Ça aussi, ça nous connecte à l'Ethereum. Le restacking qui monte en puissance, c'est un potentiel en plus pour Ethereum. Exactement. On disait tout à l'heure que l'innovation venait surtout d'Ethereum. Encore une fois, là, c'est le restacking. Donc, on va expliquer. Voilà, je dis restacking. Assez simplement. On va se moquer de moi, je le sens. Le restacking, pour faire simple, c'est qu'on utilise la sécurité d'Ethereum pour sécuriser plein d'autres projets. Donc en gros, votre Ether, votre crypto-monnaie Ether peut servir à sécuriser énormément d'autres blockchains et du coup vous êtes rémunéré pour ça. Donc votre Ether vous permet de toucher plein de nouvelles récompenses. Alors c'est un phénomène qui a émergé avec le projet Eigenlayer, qui aujourd'hui est valorisé à plus de 15 milliards de dollars. Il sécurise pour 15 milliards de dollars de valeur en Ether. C'est clairement, pour moi, le plus gros projet de cette année 2024. Il n'y a pas encore de token qui est sorti donc du projet de token de gouvernance. Quand celui-là va sortir, je pense que ça va être un peu la folie. Et là, tout le monde en fait ne parle que de ça dans l'écosystème. C'est la grosse évolution technique et qui devrait rapporter beaucoup d'argent aux détenteurs d'Ether. Donc en fait, on va être de plus en plus incité à avoir de l'Ether pour profiter de ce phénomène de restaking. Donc à moyen long terme, Ethereum devrait fortement progresser parce que les gens seront incités à en avoir. Il est le cofondateur, Grégory, de The Big Whale, mais il est aussi aujourd'hui l'avocat d'Ethereum. On a bien compris ça. Plaidoyer pour l'Ethereum. Et là, toute la communauté Bitcoin va vous dire... Je suis l'avocat de personne. Ah oui. Mais on est obligé de remarquer que Ethereum, en fait, depuis des années, on s'attend à ce qu'il se fasse dépasser par un concurrent plus rapide, moins cher et tout. Moi, j'ai entendu ça, mais pendant des années. Pourtant, ça fait 7-8 ans que je suis dans l'écosystème. Ethereum est toujours la première blockchain sur laquelle on développe des applications de finance décentralisée, et pour moi ça ne changera pas avant demain. Et l'une des portes d'entrée des investisseurs dans les cryptos, c'est les airdrops. Ça aussi, les airdrops, c'est aussi un produit, un bébé d'Ethereum. En fait, les airdrops, c'est quand des nouveaux projets se lancent, ils ont intérêt à donner leur token donc à des nouveaux utilisateurs, aux premiers utilisateurs. En fait, souvent, ça récompense les gens qui ont de l'Ether. Là, en ce moment, vos crypto-monnaies Ether, si vous les utilisez dans les bons protocoles, elles vous permettent de toucher des cryptos gratuitement. Donc, en fait, oui, il y a plein d'intérêts à en détenir. Alors justement, puisqu'on parle des airdrops, et c'est une porte d'entrée pour un certain nombre d'investisseurs dans l'univers des cryptos, on va aussi en parler à travers ces questions fiscales. Comment ça se passe, l'imposition des airdrops? Parce que le principe, c'est qu'on obtient des récompenses, c'est ça? Oui. On a investi, on obtient en échange des récompenses. Et plus ou moins gratuitement, en fait. C'est en utilisant un service, on obtient des récompenses sur un réseau jeune qui va récompenser ses premiers utilisateurs. Oui. Alors, est-ce que ça doit être fiscalisé? Est-ce que c'est fiscalisé? Que dit le cadre juridique là-dessus, Pierre? Vous imaginez bien qu'on n'a pas dans le Code général des impôts une définition en fonction du airdrop et des situations. Maintenant, ce que voit et l'analyse nous comprend issue des avocats fiscalistes, c'est soit c'est une action qui a été fortuite, ou il n'y a pas eu d'action pour percevoir ce revenu,
Donc dans ce cas-là, ça peut être vu comme un gain, c'est-à-dire la réception de ce airdrop n'est pas imposable, soit, ce qui est de plus en plus le cas, on est obligé de réaliser des opérations dans le but de percevoir ce airdrop, c'est-à-dire qu'on va interagir avec le protocole, on va développer dessus, et donc dans ce cas-là, la perception de ce airdrop, au moment où on le perçoit, est à déclarer au titre des bénéfices non commerciaux. Mais moi, je me pose une question, c'est quand l'inspecteur du fisc va regarder votre dossier, est-ce qu'il va vraiment être en mesure de dire « Ah, ça c'est un airdrop que vous avez volontairement cherché à avoir ». Comment ça se passe ? Alors, quels sont les moyens? Je ne les connais pas et on ne les connaît pas. Je pense que de façon générale, l'administration fiscale est assez discrète sur ces moyens. Ce qui est... à mon avis, il y a quand même des enjeux de seuil et de montant, c'est-à-dire que si quelqu'un qui a généré des revenus relativement significatifs, dans ce cas-là, se pose vraiment cette question. Évidemment, pour un airdrop de quelques dizaines ou centaines d'euros, on ne va pas avoir à aller creuser, ou ils ne vont pas, en tout cas, les inspecteurs creuser dans ce niveau de détail, quoi. Et quelle est la valeur en fait qu'on renseigne dans sa déclaration de revenus? Est-ce que c'est la valeur le jour où on reçoit l'airdrop, donc par exemple $100, ou alors 6 mois après quand on l'a vendu et que ça s'est écroulé de 80%, qu'est-ce qu'on répertorie? Alors, il faut dans ce cas-là, c'est intéressant, vous tous qui nous suivez, c'est intéressant parce que c'est le signe que la communauté elle-même s'interroge. Les deux là, ils sont en train de s'interroger, de se répondre. Grégory est membre de la communauté, mais ces questions, vous les posez parce que vous n'avez pas de réponse. Et Pierre, vous essayez de répondre, mais on sent que c'est compliqué. Alors, c'est un monde en construction sous nos yeux là. C'est en effet, et ça change. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que les airdrops fondamentalement, sont différents des uns des autres. Maintenant, oui, c'est le jour de la perception de la valeur et que les revenus au titre des BNC doivent être déclarés donc le jour de la valeur du airdrop. Et si ce airdrop, par exemple, baisse en valeur, dans le cadre des revenus, dans le cadre du régime des plus-values en actifs numériques, cette baisse de portefeuille va faire amoindrir votre éventuelle plus-value sur vos autres crypto-monnaies et donc sera de facto prise en compte lors de la revente de vos autres crypto-monnaies. Donc, c'est en effet ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a plusieurs régimes, 2 régimes qui pas rentrent en conflit, mais qui sont, où on travaille, les deux ensemble, parce que on se passe des opérations en crypto-monnaie. C'est vraiment la première fois dans l'histoire de la finance. On a des opérations d'échange d'actifs sans jamais repasser par la case fiat, par l'euro ou le dollar. Mais dans les faits, est-ce que la plupart des gens, en fait, à cause de la complexité, en fait, ne vont pas abandonner la mention de l'airdrop dans leur déclaration de revenus? C'est parce que la façon dont tu le décris, c'est quand même assez complexe. Il y a comment ça se passe en France, et intéressant de voir aussi comment ça se passe dans les autres pays et dans d'autres pays qui ont encore plus de millions de détenteurs de crypto-monnaies et qui ont exactement les mêmes sujets. En France, on commence à avoir de plus en plus de personnes qui souhaitent déclarer au titre des BNC parce qu'il y a eu des redressements fiscaux associés à ça. Et comme on voit dans beaucoup de pays, je prends par exemple aux États-Unis, où c'est complètement connu, une pratique standardisée, appliquée de la part de tous, où les personnes déclarent leur airdrop au moment de la perception, et c'est courant comme un autre revenu. Et moi, je pense qu'en effet, les individus n'ont pas à faire ça sur Excel et manuellement et à passer des heures, et c'est aussi pour ça qu'on a développé Waltio, et c'est que justement, ça doit être fait en quelques clics. C'est intéressant parce que c'est la fiscalité sur un nouveau monde qui tente de se construire, et des premières réponses à ces questions que vous pouvez vous-même vous poser dans vos pratiques, et alors que la déclaration d'impôt est en train d'arriver. Alors on évoquait là les airdrops, mais il y a d'autres questions. Bien sûr, les revenus sur mes plus-values de Bitcoin, de crypto, etc. Mais aussi les revenus sur le mining, les revenus sur le stacking, pratique très très développée aussi. Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut ces revenus les déclarer aussi, Pierre? Alors en effet, pareil, c'est... il y a eu donc en gros une décision du Conseil d'État en 2018, suite auquel nombreuses personnes se disaient au moment où je les perçois, je ne les déclare pas et j'attends de revendre donc ces gains donc encaissés en crypto-monnaie, les rééchanger contre des fiat pour pouvoir déclarer un revenu. Et pareil, ce qu'on voit, c'est que la pratique, ce n'est pas la pratique qui est souhaitée par l'administration fiscale, et donc il convient à l'heure actuelle de les déclarer au moment de leur perception. En tout cas, c'est ce qui est demandé par l'administration fiscale française. Et ce qui est intéressant, c'est
quand on compare avec nombreux autres pays, c'est en lien avec la fiscalité des grandes démocraties de ce monde. C'est-à-dire, c'est en lien, c'est ce qu'on voit aussi au Canada, aux États-Unis, et dans plein d'autres pays aussi européens, en Angleterre, en Allemagne. D'accord, mais comment on fait Il faut déclarer des gains, comment on fait pour les calculer? Pas évident, sur le mining, sur le stacking surtout, c'est un casse-tête, on l'imagine. Moi, ce que je suis convaincu, c'est que c'est impossible de le faire manuellement et ça n'a aucun sens économique, c'est-à-dire qu'un individu passe des heures à faire ça, soit sur Excel, soit ou développe son propre outil pour le faire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup utilisent un outil tiers, mais à terme, ce type d'outil qu'on développe sera de plus en plus imbriqué dans des solutions, que ce soit dans les prestataires type les wallets. On voit de plus en plus de grands wallets qui proposent, qui recommandent des solutions. Et donc, ce sera plus facile pour avoir une vue générale de ses gains, pour les suivre et pour aussi réaliser sa déclaration de revenus. Les stablecoins, il n'est toujours pas prévu de les fiscaliser, parce que beaucoup sécurisent leurs gains en crypto en allant placer en stablecoin. On va en parler justement avant l'antenne. Ah oui. Alors, les stablecoins, c'est un sujet quand même de fond et relativement complexe. Tant que le stablecoin, si le stablecoin, tant qu'il sera perçu comme une crypto-monnaie, dans ce cas-là, l'échange contre le stablecoin ne devrait pas être imposable. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on a un régime fiscal français qui a été pensé dans la logique de tout est imposable, sauf les échanges entre crypto-monnaies. Et donc là, on arrive à la vraie question de se dire, est-ce que le stablecoin est une crypto-monnaie? Et donc, à l'heure actuelle, le stablecoin il y a très forte chance qu'il soit perçu comme une crypto-monnaie, et donc les échanges entre crypto et stablecoin ne sont pas déclarés comme des faits imposables. Maintenant, il est possible qu'à un moment, on ait besoin de repenser ce régime fiscal, parce que s'il y a une menace sur cette opération, il conviendrait de le repenser complètement pour mettre en place d'autres mesures pour garder un régime qui soit incitatif. J'ai une petite anecdote à ce sujet-là. On est tous un peu entre dinosaures. On a bien suivi comment ça s'est passé, la mise en place de la fiscalité des cryptos. Ça remonte à 2018, 2019. Bien, je me rappelle que quand elle avait été actée, beaucoup de gens s'étaient un peu rués dans les brancards en disant mais c'est pas du tout avantageux et tout. Et en fait, Bercy m'avait mentionné très précisément que le fait qu'il n'y ait pas de fiscalité avec les échanges via les stablecoins était un cadeau offert à la communauté crypto. Donc ils ont bien conscience en fait que c'est pas forcément normal aussi, quoi. Ils sont pas naïfs, ils sont pas naïfs, évidemment. Bah oui. Ils comprennent comme tout le monde. Et c'est vrai que c'est une forme de cadeau quand même. Énormément. Pour beaucoup de gens en fait, c'est possible en fait de ne jamais cash out. Ouais. Le jour où les stablecoins seront fiscalisés, là, ça va faire mal. Mais bonjour après pour tracer tout le monde. Oui, effectivement. Alors, on attend toujours les ETF, donc Ether Spot. A priori, ça ne devrait pas le faire. La SEC ne devrait pas les valider, on va voir. Et après, on sort d'une période très très forte en actualité. Là, il y a eu la validation, ça y est, c'est fait, des ETF Bitcoin. Il y a eu le halving du Bitcoin aussi, qui nous a tous tenus en haleine. Bon, là, on aura la réponse sur les ETF Ether. Et après, là, on va rentrer dans une zone un petit peu vide. S'ennuyer, vous croyez, Guillaume? Je pense que ce secteur nous a apporté suffisamment de surprises. Et surtout, on a l'assurance de ne jamais s'ennuyer. Et je vous parlais à l'instant du phénomène du risk-taking. Moi, c'est une narrative qui m'intéresse beaucoup. Et je pense que voilà, on est au tout début. Et il va y avoir plein de choses intéressantes. Ouais. Et puis même sur les montants, le fait que les ETF spot se déploient, je pense ça va propulser les actifs numériques, ceux ou celles sur lesquels il y aura des ETF spot, dans d'autres sphères en termes alors évidemment de cours, mais surtout de capitalisation, de valeur et donc d'impact sur le monde des fréquences d'échange. Oui, à suivre au quotidien dans BFM Crypto, le club et les pros, c'est le vendredi. Grégory, vous vouliez ajouter un mot? Oui, sur une actualité, effectivement, vous vouliez qu'on en parle. Oui, je voudrais dire un petit mot sur l'arrestation qu'il y a eu hier aux États-Unis des 2 créateurs du wallet Bitcoin Samurai. Donc qui encourt 25 ans de prison donc pour blanchiment de fonds. Juste en quelques mots, ce wallet, en fait, tout simplement,
simplement permet d'ajouter une couche de confidentialité supplémentaire sur les transactions en Bitcoin. Ces gens-là n'ont rien fait à part construire un logiciel qui propose un peu plus de liberté financière aux gens, et ils encourent 25 ans de prison. Bien sûr, ce wallet a sûrement servi à des gens bien mal intentionnés d'accomplir certains méfaits, mais qu'on emmène des gens en prison juste parce qu'ils ont créé un logiciel, ça me semble dingue, et ça me fait dire que si Satoshi Nakamoto avait été identifié, il aurait vraisemblablement terminé en prison. Et je pense que quand on accuse certains gouvernements étrangers de faire passer des lois liberticides, je pense qu'on peut aussi balayer devant notre porte, parce que ce qui est en train de se passer aux États-Unis est pour moi un vrai scandale pour la liberté. Merci. Ça, c'est le côté libertaire de l'écosystème. Non, mais ça se plaide aussi. C'est le côté de la liberté. Ça se plaide, effectivement. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. Grégory Raymond, cofondateur de The Big Whale. Pierre Morisot pour Waltio. Bon retour. Et on remercie aussi Valentin Nico qui était avec nous au tout début de BFM Crypto, le club au quotidien du lundi au jeudi. Puis les pros des cryptos, bien sûr, c'est chaque vendredi à 15h aussi sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.